Fragment d'histoire Algérie-Montpellier, une production de Montpellier Méditerranée Métropole, réalisée par Radio Aviva. Rapatriés, harkis, appelés. Ils ont vécu en Algérie, y ont laissé leurs racines ou leur jeunesse, puis se sont installés à Montpellier. Découvrons comment les événements ont bouleversé leur vie personnelle et familiale. Marguerite Dauty, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes professeur de lettres à la retraite, retraite que vous avez choisi de passer à Montpellier, ville où vous aviez déjà enseigné dans les années 70. Vous êtes né à Alger en 1941 et vous avez vécu votre enfance et votre jeunesse dans le fameux quartier populaire de Bab el-Oued. Vous n'êtes jamais retourné en Algérie. C'est tout à fait exact. Je ne suis jamais retourné en Algérie et je ne pense pas que j'y retournerai. Pour quelle raison ? Parce que d'abord, j'habitais un quartier populaire et à partir de essentiellement occupé par des Européens d'origines diverses, espagnols, italiens, maltais, des Juifs, quelques Arabes, et toutes ces personnes sont parties. Donc je ne retrouverai personne que je connaisse. Je ne retrouverai que peut-être des maisons, et puis le cimetière, où ma famille, mon arrière-grand-père, grand-mère, mes grands-oncles et grandes-tantes, ma sœur, mes grands-pères sont enterrés. Mais je n'ai rien d'autre là-bas. Depuis quand votre famille vivait en Algérie ? Alors, mon arrière-grand-père, du côté paternel, est arrivé dans les années 65-70. C'était un Italien de Ligurie qui travaillait dans les chantiers navals et qui allait là où il y avait du travail. L'Algérie était en plein essor et c'était l'occasion pour lui d'avoir des chantiers, de bien gagner sa vie. Donc il est parti avec un ami. Quand ils ont trouvé le travail et ils ont été installés dans le quartier de la Marine, ils sont allés chercher la sœur de l'ami, la maman de l'ami, la sœur est devenue mon arrière-grand-mère. Ils étaient jeunes, elle, je crois qu'elle avait 17 ans, et lui en avait une vingtaine. Donc c'était un jeune couple qui s'est installé et qui a eu 9 enfants. Parce que à l'époque, on avait des enfants, et elle en était très heureuse. Ma grand-mère est née en 81, en 1881. Et l'aîné était né en 1870 et le dernier en 1890. Voilà. Bon, il se déplaçait, il ne restait pas à Alger seulement, il s'était déplacé à Philippeville. C'est ainsi que ma grand-mère est née à Philippeville, ainsi qu'un de ses frères. Autrement, tous les autres sont nés à Alger et ont vécu très heureux à Alger. Et dans l'autre branche de la famille ? Alors l'autre branche, ce sont les Français. Ils sont purement français. Mon grand-père était des Choix, ma grand-mère ariégeoise. Ils sont arrivés en 1913 en Algérie, donc beaucoup plus tardivement, avec leurs 3 petites filles. Et en 1914, mon grand-père est parti à la guerre. Donc ma grand-mère est restée seule avec ses 3 filles, ne connaissant personne et devant se débrouiller seule. Mais elle n'en gardait pas mauvais souvenir parce que toutes les voisines qui étaient espagnoles, italiennes, tous étaient dans la même situation qu'elle. Et donc, c'était une joyeuse bande. Maman disait que s'était beaucoup amusée en l'absence de son père. Mais à Bab el-Oued, c'était ça. C'était une vie, non pas en communauté, n'exagérons rien, mais les portes étaient souvent ouvertes, les fenêtres aussi. Et tout le monde parlait, braillait, il y avait de la musique partout. C'était une population gaie et joyeuse. Vous parlez de Bab el-Oued, justement, je ne résiste pas à vous demander de décrire le quartier un peu plus en détail, s'il vous plaît. Ah, le quartier, d'abord, c'était des constructions de type un peu bourgeois, globalement.
des maisons solides. Alors, il y avait différentes zones dans ce quartier. Mais là où j'habitais, c'était un coin où il y avait des Italiens. Uniquement parce que le quartier de la Marine, où mon arrière-grand-père avait trouvé à se loger, avait été devenu insalubre. C'était au pied de la Casbah et ce n'était plus possible. Et on a construit à ce moment-là des immeubles, ce qu'on appelait les HBM, qui avaient tout le confort. C'est-à-dire l'eau courante, la douche, un nombre de pièces suffisant pour les familles nombreuses. Et si vous voulez, c'était quelque chose d'extrêmement moderne. Bon, dans ce coin, donc là, c'était le quartier italien. Après, il y avait le coin, ce qu'on appelle la Basseta, qui était le plus vieux quartier dans Bab el-Oued, où c'était essentiellement des Espagnols, les cigarières, c'est-à-dire les femmes qui faisaient les cigares, parce qu'il y avait justement à Bab el-Oued des usines de tabac. Et mon grand-père, quand il était arrivé de France, de Marseille, a travaillé dans une usine de tabac et a été logé justement dans un petit immeuble construit pour les employés de l'usine. Après, il y avait les quartiers un peu plus, où je dirais, il y avait un peu plus de population juive. Du côté de la rue Livingston, enfin, ceux qui connaissent Bab el-Oued situeront, il y avait un peu plus juifs, mais globalement, nous étions quand même mêlés. Mais avec une concentration plus, quand même, par origine, non pas ethnique, mais de langue et d'habitude de vie. Ce quartier était un quartier très commerçant. Il y avait tous les commerces. On pouvait vivre sur Bab el-Oued sans avoir besoin d'aller, ce qu'on disait, en ville, c'est-à-dire du côté de la rue d'Isly, la rue Michelet, etc. On avait pour l'habillement, pour les bijoux, pour les meubles, pour absolument tout. On avait des lycées, le lycée de jeunes filles Saint-Magnant de Brazza, dans lequel j'ai fait mes études. Le lycée de garçons, le lycée Bugeaud était à la Lisière. C'était pas Bab el-Oued, mais il était à la Lisière. Il y avait le lycée Guillemin pour les garçons et il y avait toutes les cours complémentaires. Il devait y en avoir au moins 5 ou 6. C'est-à-dire que là aussi, la population pouvait être instruite. Et en Algérie, on tenait beaucoup à l'instruction. Bon, je ne dis pas que tout le monde faisait des études, mais il y avait quand même des gens qui étaient modestes dans leurs revenus, qui avaient une culture peut-être peu développée, même dans leur culture d'origine, tenaient à ce que leurs enfants aient une vie meilleure et les poussaient à faire des études, les poussaient à l'école. Bon, d'un autre côté, il y avait du travail. Alors, ceux qui ne voulaient pas étudier, eh bien, on les mettait au travail dès 13 ans. C'était sans hésitation aucune. Et ils étaient heureux aussi. Bon, il y avait des cafés. Alors ça, c'était un point important à Bab el-Oued. Parce qu'on sort, comme dans tout quartier populaire, en sortant du boulot, quand on a bien trimé, ben, on aime bien aller prendre un petit verre, discuter avec les copains. Alors nous, évidemment, c'était manger la kémia. Ça, ils ne s'en privaient pas, mais c'était réservé aux hommes. Nous sommes quand même en Algérie, en Méditerranée. Les femmes ne vont pas au café, sauf accompagnées. On avait des brochettes aussi, les bonnes brochettes, entre l'avenue de la Bouzaréa et l'avenue du Rando. Il y avait un marchand de brochettes qui était excellent. Il y avait les beignets arabes également, chez Blanchette, à Bab el-Oued. On avait un marché aux légumes superbe qui a été très, très reconnu. Et tous les gens de Saint-Eugène, Pointe-Pescade, venaient le dimanche. C'était la promenade, ils venaient faire le marché à Bab el-Oued, ce qui fait qu'il y avait une cohue pas possible. Donc, un quartier où j'étais heureuse, mais je ne me rendais pas compte. Hein.
Quand j'allais en ville, c'est-à-dire rue Michelet, rue d'Isly, que j'allais à Elbiard, bon, je voyais bien que c'était différent, mais enfin, ça ne me gênait en aucune manière. Et j'étais très heureuse dans ce quartier. Comment a réagi votre famille au déclenchement du conflit le 1er novembre 1954 ? Alors, bon, le 1er novembre 1954, j'avais 13 ans. Je venais d'avoir 13 ans. Donc, pas dire que je n'avais pas de conscience politique. J'avais entendu parler de la guerre, bien sûr, des guerres, puisque mon oncle avait fait le débarquement de Provence. Mon père, lui, était avec les Anglais. Donc, je savais ce qu'était une guerre. Mais ça ne me paraissait pas la même chose. Ça ne pouvait pas être pareil, à mes yeux. Quant à mes parents, je me souviens de les avoir entendus dire « il faut se souvenir de Sétif », des événements de Sétif, de 1945. Mais enfin, bon, devant moi, ils ne discutaient pas trop de cela. Et ils pensaient que, de toute façon, la France était suffisamment puissante pour nous tirer d'affaire. Le conflit a quand même eu un impact sur le quotidien. Quel impact sur votre quotidien ? Quels souvenirs un peu plus marquants que d'autres ? Sur mon quotidien immédiat, aucun. En 54, 55, bon, il y avait des événements, on lisait dans les journaux les attentats, les fermes attaquées, les poteaux de télécommunications sciés, les arbres sciés. Bon. Et on a continué à vivre. Sauf que, petit à petit, la vie est devenue plus rétrécie. Il n'y avait plus de messe de minuit, par exemple. Pour tout ce qui était le soir, était supprimé. Or, le cinéma, on y allait plutôt en journée que le soir. Et petit à petit, si vous voulez, notre vie, la vie libre, qui était celle que nous vivions avant 1954, s'est rétrécie. Est-ce que vous avez un souvenir marquant, l'un plus que l'autre, de cet épisode-là ? Vous m'avez un petit peu parlé de la bataille d'Alger. De cet épisode-là, même, non. Ce dont je me souviens, c'est davantage dans les années 56, 57. D'abord, j'avais pris un peu d'âge, j'avais grandi. Il y avait eu la fin de la guerre d'Indochine en 54. Je voyais, habitant près de l'hôpital Maillot, je voyais des soldats, et essentiellement des légionnaires, sortir de l'hôpital Maillot, sanglés dans leurs beaux uniformes, mais avec un bras en moins, une jambe en moins, estropiés. Ça me commençait à me poser des... J'avais lu également sur les journaux que on n'avait pas embarqué les supplétifs, qui suppliaient qu'on les emmène, qui essayaient de confier les enfants. Et ça m'avait un peu bouleversée. Je trouvais que c'était... Donc, je commençais à me poser la question de savoir si nous aussi, nous allions avoir le même genre d'événements, si nous allions vivre le même genre de choses. Alors, en 1956, il y a l'enterrement d'Aimé Desfrogés. Par hasard, avec maman, nous rentrions de Sainte-Eugène, où nous étions allés voir ma tante, et nous sommes tombés sur les obsèques d'Aimé Desfrogés. Ce qui était absolument incroyable. Une foule considérable, essentiellement des hommes, et ce n'était pas ce que je voyais à Alger habituellement. C'était tous les colons. Mais les colons, c'est-à-dire que j'ai découvert qu'un colon, c'était un agriculteur en définitive. Moi, avec mes débuts de culture classique, le colon, c'était le colon grec, le colon romain. Et là, j'ai vu, c'était des agriculteurs comme ceux que j'avais vus en France en 1948, c'est-à-dire des paysans. Et ça m'avait surprise. Mais c'était
absolument impressionnant, parce que là, c'était près du cimetière, et un silence de mort, c'est le seul et unique mot qu'on peut employer. C'était... Alors, je sais qu'il y a eu des ratonnades, je ne les ai pas vues, je n'ai assisté à aucune violence, je n'ai vu que le recueillement. Pour le reste, je ne nie pas, mais je ne sais pas. C'est pas du vécu, ce n'est que de la lecture. Par contre, vous avez vécu avec votre famille le blocus de Bab el-Oued en mars-avril 62. Vous pouvez nous raconter cette expérience un petit peu traumatisante, si j'ose dire. Oui, alors là, nous sommes en 62. C'est-à-dire que le 19 mars annonce des accords d'Évian. Bon, nous avions compris que les choses étaient fichues pour nous, mais toujours sans le digérer. C'était intellectualisé, mais pas digéré. Et donc, nous avions des vacances scolaires, alors que les vacances de Pâques, les avons eues à ce moment-là, alors que Pâques était le 22 avril. Mais il y avait eu une mesure spéciale pour nous. On nous avait dit de rester à la maison. Nos professeurs originaires de métropole, il n'y a pas d'autre mot, se sont enfuis. Certains ne sont pas revenus d'ailleurs, après. Mais quelques-uns sont restés, et dont un monsieur dont je peux dire le nom, il est décédé, mon professeur de grec, monsieur Lespinasse, qui s'est occupé de nous pour notre départ d'Alger. Mais j'en reparlerai plus tard. Et donc, le 19 mars, nous sommes en congé. L'atmosphère est horriblement pesante. Les soldats sont muets, il n'y a pas d'autre mot. D'habitude, ils rigolaient toujours quand ils étaient dans leur camion, ou même quand ils patrouillaient, ils se jetaient un œil, ou ils faisaient un petit sourire. Là, il n'y avait plus rien de tout ça. Et il y a eu un incident un peu plus loin que mon quartier. Il y a eu un incident et des soldats, c'était terrible, ont été tués. Bon, tout le monde avait peur, tout le monde était non pas excité, mais sur le qui-vive. Et là, nous avons été bouclés. C'est-à-dire le vendredi 23, nous avons été bouclés. Bab el-Oued encerclé par les blindés. Les blindés ont circulé dans toutes les rues en tirant sur toutes les façades. Les voitures qui étaient garées, qui ne gênaient personne, ont été écrasées par ces blindés, c'est-à-dire que vous pouviez facilement avoir, vous voyez, une traction avant ou une Peugeot réduite à une hauteur comme ça. Le blindé avait fait son œuvre. Et lorsque ça s'est déclenché ce 23, moi j'étais chez moi en train de travailler, puisque j'étais censé préparer un concours, et là j'ai entendu des coups de feu. Je regarde par la fenêtre et je vois en face de chez moi des jeunes gens sur un toit en train de sortir des armes. Et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait plein de garçons du con qui étaient impliqués dans l'OAS et qui ont fait le coup de feu, qui ont essayé de résister pour réagir à ces accords d'Évian. Nous avons eu le couvre-feu, nous n'avions qu'une heure pour sortir le matin, de 7h, il me semble que c'était de 7h à 8h, ou de 6h30, 7h30, quelque chose comme ça, pour aller faire les courses au marché. Et bien sûr, je ne dis pas qu'on n'a pas manqué de nourriture, hein, mais il y a les marchands arabes qui étaient les principaux commerçants du marché n'étaient plus venus. On pouvait comprendre. Les autres tiraient le rideau plus ou moins parce qu'ils ne tenaient pas du tout à se faire flinguer. Et donc,
nous avons fait avec maman rapidement les petites courses. Et puis, nous n'avons plus bougé de la maison parce que nous avions ordre de garder les volets fermés. Bon, ce qui était quand même un vœu un peu pieux, parce qu'on avait tendance à monter sur la terrasse pour aller jeter un œil, voir ce qui se passait. C'est comme ça qu'on a vu un avion foncer sur nous pour nous mitrailler. Donc on a compris que les choses étaient très très sérieuses, qu'il fallait faire attention. C'est le 23, le 24, le 25, le 26, toujours bouclé. Et là, le 26, c'était notre tour de perquisition. Donc là, perquisition, tout le monde bloqué dans les appartements, les portes ouvertes avec énergie. Bon, on a préféré l'ouvrir nous-mêmes. Et là, c'était les gardes mobiles, ce n'était pas l'armée. Et les gardes mobiles étaient des gens plutôt brutaux. Bon, ils avaient peut-être un compte à régler avec nous, les pieds noirs, mais quand même, ils ne se conduisaient pas comme des soldats. Ils se sont conduits plutôt comme des voyous. Il y en a un qui avait plaqué maman contre le mur de la chambre et qui avait sorti son poignard de combat et faisait le tour du cou de maman avec cela, pendant que les autres fouillaient dans l'armoire, le buffet, etc. Bon, le voisin, qui était un jeune garçon qui revenait du service 30 mois à Tindouf, c'est-à-dire dans le sud algérien, était un garçon malingre. Ils l'ont sorti par le col à coups de pied, ils l'ont battu pour le faire descendre plus vite. Bon, donc, là, cette brutalité m'avait profondément choquée, parce qu'elle était... c'est pas inhumain, c'est un refus de respecter un être humain, qui était peut-être dans son tort, c'était leur droit de le penser, mais ce n'était pas acceptable. Donc tous les hommes sont descendus dans la tenue où ils étaient, c'est-à-dire en pyjama, en marcel, les pieds nus ou les pieds avec des espadrilles, sauf mon père qui, lui, a pris son costume, comme d'habitude, il était déjà en costume, mais il a pris sa veste croisée, son chapeau, et descendu pour se faire embarquer. Mais là, il y a un officier de l'armée, lui, qui est passé, qui lui dit « Mais que faites-vous là, monsieur ? Vous n'allez pas attendre, mais remontez chez vous, ne restez pas là !» Donc, papa est remonté. Il était le seul homme de tout l'immeuble, ce qui n'a pas été apprécié des voisins. Et on n'a pas fait exprès. Là, tous les garçons sont partis, tous les hommes, jeunes ou vieux, et on les a emmenés à Beni Messous ou d'autres camps, en les faisant stationner dans les quartiers arabes où ils étaient insultés et bombardés de pierres. Voilà. Ça a été, pour moi, ça a été une épreuve, quelque chose de très difficile à oublier. Quels étaient les sentiments envers l'OAS à Bab el-Oued ? À Bab el-Oued, eh bien, j'ai découvert, parce que, bon, j'étais de Bab el-Oued, mais étant fille unique, n'ayant pas de frère, j'étais tout de même un peu en dehors. Et j'ai découvert que les gens étaient tous. Et moi aussi, j'étais inconditionnellement pour l'OAS. Parce que quand je pense qu'on nous reproche d'être responsable du départ de la catastrophe, on reproche à l'OAS, ce n'est pas vrai. Le départ, c'est parce qu'on ne voulait pas rester, on ne voulait pas devenir algérien. Nous n'arrêtions pas de hurler depuis 7 ans, Algérie française, nous voulions être français. Donc, c'était pas pensable de devenir algérien. Peut-être, maintenant je me dis que peut-être on a eu tort, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez nous raconter dans quelles conditions vous quittez Alger en 62 grâce à votre professeur de grec que vous avez mentionné? Alors, en 62, donc, nous avons repris les cours avec les professeurs qui étaient encore là. Notre lycée était à moitié occupé par l'armée, donc beaucoup de
d'élèves n'avaient pas repris. Et pour passer les examens, personne ne savait comment cela allait se dérouler. Ça paraissait invraisemblable d'organiser des examens normaux dans les conditions où nous étions. Donc, mais il y avait les concours que l'on passait avec la France métropolitaine. Donc là, il courait le bruit que l'on allait nous regrouper tous dans un secteur pour que nous puissions passer nos examens, enfin nos concours. Mais en fait, c'était surtout, je pense surtout pour nous surveiller. Et ainsi, le professeur de grec, qui avait des connaissances à Rocher-Noir, s'est débrouillé pour nous avoir des billets. Et nous sommes partis, une dizaine, le lundi 7 mai. Moi, j'étais dans ce groupe. Et nous sommes partis à Marseille. Et puis, après, nous devions aller à Toulouse, où nous étions attendus par le recteur, M. Capdecom, qui a été remarquable pour nous. Et puis, il y a eu un autre groupe, le reste de la Cagne, d'Alger, qui est parti vers Paris. Et c'est grâce à ce professeur que nous avons échappé à l'horreur de ces départs, enfin, en masse, et ces départs précipités dans le désespoir. Donc c'est en fait le 7 mai 62 que vous voyez l'Algérie pour la dernière fois, et vos parents vous interdisent de revenir. Oui, parce que nous avions tous notre billet de retour. Donc moi j'avais toujours pensé que je retournerais. Je suis partie soulagée parce que c'était trop pesant, mais en même temps, je ne pouvais pas admettre que je ne retournerais jamais. Donc j'ai voulu y retourner. Alors là, il y a eu une interdiction formelle de mes parents, parce que les choses devenaient extrêmement violentes, et l'insécurité était totale, et ça, je comprends, il n'est pas voulu. Mais je n'ai jamais dit au revoir à l'Algérie. Notre entretien touche à sa fin. Je vais vous poser une dernière question concernant l'accueil des métropolitains que vous avez reçus en France. Alors l'accueil, comme la plupart, je n'ai pas eu l'impression d'être attendu, sauf, comme je l'ai dit, par M. Capdecom, qui a tout fait pour nous faciliter la vie, nous loger et nous permettre d'aller au Resto U. Mais par contre, les jeunes de notre âge ont été dans l'ensemble odieux. Et les filles avec qui je me suis retrouvée à la maison des étudiantes à Toulouse ont été particulièrement odieuses, ne nous laissant rien dans les plats pour le repas. Peut-être que vous voulez évoquer une chose dont nous n'avons pas parlé pendant l'interview, donc je vous laisse le mot de la fin. Oui, j'aimerais parler de l'agression dont j'ai été victime en avril 62. C'est à peu près une quinzaine de jours avant mon départ. J'avais attrapé la main d'un petit yaouled qui essayait de faucher le porte-monnaie et il s'est mis à hurler, ce qui a valu un attroupement et on a commencé à me tabasser. Et lorsqu'une patrouille est passée, une patrouille de soldats français est passée, un soldat s'est mis à crier « Mon lieutenant, il faut faire quelque chose ». Et le lieutenant a répondu qu'ils se débrouillent entre eux. J'avoue que cela m'est toujours resté un peu sur le cœur, même beaucoup sur le cœur. Merci beaucoup, Madame Dauty. Je vous remercie d'avoir bien voulu recueillir mes souvenirs. C'était Fragment d'Histoire, Algérie-Montpellier, une production de Montpellier Méditerranée Métropole, réalisée par Radio Aviva. Rapatriés, harkis, appelés. Ils ont vécu en Algérie,
y ont laissé leurs racines ou leur jeunesse, puis se sont installés à Montpellier. Découvrons comment les événements ont bouleversé leur vie personnelle et familiale.